Lors de leur nuit de noces, il lui a donné un verre de lait empoisonné. Puis, quelques heures plus tard, il a démembré son corps à l'aide d'un couteau de cuisine. C'est ainsi que s'est terminée l'histoire d'un mariage arrangé, conclu le 14 novembre 2019 à New Delhi. L'histoire d'Arun Kumar, un employé de 32 ans d'une petite entreprise de logistique dans le quartier de Chadar, à l'est de Delhi, était, jusqu'à un certain point, tout à fait banale. Il était le plus jeune des deux fils d'une famille de classe moyenne, dont la vie était régie par une routine stricte et prévisible depuis des décennies. Son père, fonctionnaire à la retraite, et sa mère, femme au foyer, avaient investi toutes leurs ressources et tous leurs espoirs dans l'éducation et l'avenir de leurs enfants. Le frère aîné d'Arun s'était marié avec succès plusieurs années auparavant. Il avait déjà 2 enfants, ce qui créait une pression supplémentaire, bien que tacite, sur le fils cadet. Dans la société indienne, en particulier dans les milieux conservateurs, un homme de son âge qui n'est pas marié commence à susciter des questions et des inquiétudes parmi ses proches. Pour la famille Kumar, cette question était devenue primordiale. Elle considérait le mariage non pas tant comme l'union de 2 personnes, mais comme la fusion de 2 familles, la continuation de la lignée familiale et l'accomplissement d'un devoir social. Selon ses voisins et ses collègues, Arun était une personne calme, réservée et peu encline à la confrontation. Il suivait chaque jour la même routine. Maison, travail, maison. Sa vie sociale se limitait à des rencontres occasionnelles avec quelques amis d'école et à des fêtes de famille. Il n'avait pas la réputation d'être colérique ou agressif. Au contraire, il était considéré comme un travailleur assidu et un fils obéissant. Cependant, comme les événements allaient le révéler plus tard, sous ce calme apparent se cachait une profonde insatisfaction et une adhésion rigide aux notions traditionnelles d'honneur et de réputation familiale. La recherche d'une épouse pour Arun a duré plus de 2 ans. Ses parents ont fait appel à des entremetteurs, publié des profils sur des sites de rencontres et interrogé tous leurs parents proches et éloignés. Le processus était épuisant. Plusieurs unions potentielles ont échoué au cours des négociations. Les familles ne parvenaient pas à s'entendre sur le montant de la dot. Les horoscopes des futurs mariés étaient incompatibles, ou l'une des parties trouvait l'autre insuffisamment adaptée à son statut social. Pour Arun, chaque refus était un nouveau rappel de ce qu'il considérait peut-être comme son insuffisance. Il observait silencieusement les efforts de ses parents, n'exprimant aucune préférence et leur faisant entièrement confiance. C'est dans cette atmosphère de recherche prolongée et d'anxiété croissante au sein de la famille que les Kumar sont tombés sur le profil d'Ankit Das, 26 ans. Son profil sur l'un des portails de mariage les plus populaires la décrivait comme une jeune fille modeste et instruite, issue d'une bonne famille, possédant toutes les compétences nécessaires pour être une bonne épouse et prête à se consacrer à son mari et à son nouveau foyer. Pour les parents d'Arun, c'était le portrait idéal d'une belle fille. La famille Das vivait dans l'état voisin de l'Uttar Pradesh et, selon les informations préliminaires, avait un statut social et économique similaire. Après avoir échangé des photos et des données astrologiques, qui cette fois-ci étaient jugées favorables, les familles ont convenu d'une première rencontre. Cette rencontre, appelée « visite de la mariée », a eu lieu au domicile de la famille Das. Arun est arrivé avec ses parents et son frère aîné pour la rencontrer. Ankit, vêtu d'un sari traditionnel, a servi du thé et des friandises aux invités en présence de ses parents, échangeant seulement quelques phrases brèves avec son futur mari. Selon les personnes qui ont assisté à la rencontre, elle s'est comportée de manière réservée et respectueuse, comme il sied à une future mariée dans une telle situation. Arun, quant à lui, n'a presque rien dit, laissant les négociations à ses parents. La décision a été prise rapidement. La famille Kumar était satisfaite de la modestie et des manières d'Ankit. En revanche, la famille Das voyait en Arun
un gendre fiable et stable, issu d'une famille respectée de la capitale. La prochaine étape a alors commencé, la discussion des conditions financières du mariage. Les négociations concernant la dot, ou dahaj, bien que cette pratique soit officiellement interdite en Inde depuis 1961, restent une partie intégrante de nombreux mariages. La famille Kumar a fourni une liste de cadeaux attendus qui comprenait une certaine somme d'argent, des appareils électroménagers et le paiement d'une partie importante des frais de mariage. Après une brève discussion, la famille d'Ankit a accepté toutes les conditions. Il était important pour eux que leur fille se marie dans la capitale, ce qui était considéré comme prestigieux. La date du mariage a été fixée au 14 novembre 2019. Pendant la période précédant le mariage, Arun et Ankit ont très peu communiqué. Ils se sont parlé plusieurs fois au téléphone, mais ces conversations étaient formelles et brèves, portant principalement sur les détails organisationnels de la célébration à venir. Ils n'ont pas eu l'occasion de faire connaissance, de discuter de leur vision de la vie ou de partager leurs attentes et leurs expériences passées. Toute leur vie future ensemble reposait sur une décision prise par leur famille, influencée par des considérations sociales et financières. Pour Arun Kumar, ce mariage n'était pas un acte d'amour, mais plutôt l'accomplissement d'un devoir, une étape censée confirmer son statut social et apporter la paix à ses parents. Il s'attendait à ce que sa future épouse corresponde à l'image idéalisée qui lui avait été présentée sur le portail matrimonial et lors de leur première rencontre, pure, chaste et totalement soumise à la volonté de son mari et de sa famille. Tout écart par rapport à cette image dans son système de valeurs équivalait à une trahison et entraînait une honte qu'il estimait impossible à supporter. Personne n'aurait pu imaginer à ce moment-là qu'Ankit Das avait un passé que sa famille avait soigneusement dissimulé et que ce secret serait le catalyseur de la tragédie qui allait se dérouler avec une terrifiante inévitabilité lors de leur première et dernière nuit de noces. La cérémonie de mariage fut organisée dans le respect de toutes les traditions. Les célébrations durèrent 2 jours et rassemblèrent des centaines d'invités des 2 côtés de la communauté. Tous les rituels furent observés, l'échange de guirlandes, la circumambulation du feu sacré et l'application du sein d'or sur l'arrêt de la mariée. En apparence, tout semblait annoncer un heureux début de nouvelle vie. Arun et Ankit, vêtus de costumes de mariage coûteux, étaient assis côte à côte, recevant les félicitations et les cadeaux. Cependant, des témoins ont remarqué plus tard que le marié semblait tendu et distant, que son sourire semblait forcé et que son regard était lourd. Personne n'y prêta vraiment attention, attribuant cela à l'excitation naturelle avant un événement aussi important. Ankit quitta la maison de ses parents et se rendit chez son mari à Delhi, où une nouvelle famille et une nouvelle vie l'attendaient. Le soir, après toutes les cérémonies et le départ des derniers invités, les jeunes mariés se sont retrouvés seuls dans une pièce décorée de fleurs. Pour Ankit, ce moment était censé être le début de sa vie conjugale. Pour Arun, c'était le moment de vérité. C'est alors, dans le silence de leur chambre, qu'il a commencé l'interrogatoire qui a conduit à l'issue fatale. Il a commencé à lui poser des questions directes sur son passé, ses relations antérieures et ce que sa famille aurait pu lui cacher. Les réponses qu'il a reçues ont détruit l'image idéale qu'il s'était construite dans son esprit et ont déclenché un mécanisme de violence froide et calculée. Il s'est senti trahi et déshonoré. Dans son monde, où l'honneur familial était valorisé par-dessus tout, une telle tromperie était impardonnable. Il ne voyait d'autre issue que d'effacer cette honte de la manière la plus radicale possible. La divulgation d'informations qui a servi de catalyseur aux événements qui ont suivi n'était pas accidentelle. Arun Kumar a agi de manière méthodique. Ses questions étaient précises et insistantes. Il n'a pas crié ni montré d'agressivité ouverte. Au contraire, il a utilisé un silence oppressant et une voix monotone qui ont probablement eu un impact psychologique
encore plus fort sur Ankit. Il a commencé par des questions générales sur ses études, ses amis et la façon dont elle passait son temps libre. Peu à peu, il a restreint le champ des questions, passant à des sujets plus personnels. Il lui a demandé si elle avait des admirateurs, si elle avait déjà reçu des demandes en mariage avant lui. Ankit a probablement donné des réponses évasives et socialement acceptables au début, essayant de correspondre à l'image d'une mariée modeste. Cependant, Haroun n'a pas reculé. Une nouvelle dureté est apparue dans ses questions. Il lui a demandé directement pourquoi son profil sur le portail matrimonial indiquait qu'elle avait 26 ans. En même temps, certains documents qu'il aurait vus suggéraient qu'elle pourrait être plus âgée. Il s'agissait très probablement d'un bluff, d'une manœuvre tactique destinée à la déstabiliser. Puis il est allé droit au but. « Avez-vous déjà été marié ?» À ce moment-là, confronté à cette question directe et sans compromis, Ankit a fondu en larmes. Son silence et ses larmes étaient pour Haroun équivalents à un aveu. Sous sa pression incessante, elle a révélé la vérité que sa famille avait si soigneusement dissimulée. Il s'est avéré qu'il y a 4 ans, alors qu'elle avait 22 ans, elle s'était effectivement mariée. Il ne s'agissait pas d'un mariage arrangé, mais d'une union fondée sur l'amour contre la volonté de ses parents. L'élu de son cœur était un jeune homme d'une autre caste, ce qui était absolument inacceptable aux yeux de sa famille conservatrice. Ils s'étaient mariés en secret dans un temple, espérant qu'avec le temps, leur famille finirait par accepter leur union. Mais cela ne s'est pas produit. La famille d'Ankit l'a renié. Le jeune couple a été contraint de déménager dans une autre ville où ils ont eu du mal à joindre les deux bouts financièrement. 1 an plus tard, ils ont eu un petit garçon. Mais leur vie commune a été de courte durée. 1 an plus tard, son mari est mort dans un accident de voiture. Se retrouvant seule avec un enfant en bas âge et sans aucun soutien, Ankit a été contrainte de retourner chez ses parents. Sa famille l'a accueillie à nouveau, mais à une condition. Personne ne devait jamais découvrir son mariage et surtout l'existence de l'enfant. Ce dernier a immédiatement été envoyé chez des parents éloignés dans un village et Ankit a été placé en résidence surveillée. Pour sa famille, ce qui s'était passé était une tache indélébile sur leur réputation. Une jeune veuve, mère d'un enfant issu d'un mariage d'amour intercaste, était considérée comme une marchandise avariée dans leur milieu. Ses chances de se remarier avec quelqu'un issu d'une famille respectable étaient nulles. Ils ont donc décidé d'effacer complètement cet épisode de sa biographie. De nouveaux documents ont été fabriqués et l'histoire de sa vie a été modifiée. Lorsque, quelques années plus tard, ils ont commencé à lui chercher un nouveau mari, Ankit a été présentée comme une jeune fille célibataire sans passé. La famille Kumar, avec ses idées strictes sur la pureté et l'honneur, était la cible parfaite pour une telle supercherie. Ils ne cherchaient pas seulement une épouse pour leur fils, mais aussi une personne à la réputation irréprochable qui renforcerait leur propre statut social. L'histoire d'Ankit, chuchotée dans le silence de la chambre nuptiale, sonna comme une condamnation à mort pour Haroun Kumar. Chaque mot qu'elle prononçait confirmait ses pires craintes. Il n'avait pas seulement été trompé. Dans son esprit, sa famille avait été humiliée publiquement. Ils avaient payé, organisé un mariage somptueux et présenté cette femme à des centaines de parents et d'amis. Tout cela sur la base d'un mensonge. Des images lui vinrent à l'esprit, lui montrant comment cette nouvelle allait être rendue publique. Les moqueries de ses voisins, les regards méprisants de ses collègues, les reproches de ses proches, tout cela lui semblait être une honte insupportable. Il n'éprouvait aucune sympathie pour le destin tragique d'Ankit. Il ne voyait en elle que la source de son humiliation. Après ses aveux, il se tut. Il se leva et quitta la pièce, la laissant pleurer seule. Ses actions suivantes furent dépourvues de toute impulsivité. Lors de son interrogatoire, il dira plus tard qu'à ce moment-là, il ressentait un calme glacial et une clarté de pensée absolue.
La décision était déjà prise. Il ne voyait aucun moyen de résoudre la situation. Le divorce serait tout aussi honteux que de révéler la vérité. Dans sa logique tordue, le seul moyen d'effacer l'humiliation était d'éliminer physiquement sa source. Il descendit à la cuisine. La maison était endormie. Il a pris un carton de lait dans le placard et s'est versé un verre de lait. Puis, dans le garde-manger où étaient rangées les provisions, il a pris un paquet de puissants rodenticides, un poison à rats, qui était stocké là pour lutter contre les rongeurs. Il a versé une généreuse quantité de granulés dans le lait et a remué jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous. Avec ce verre, il est retourné dans la chambre. Ankita était toujours assise sur le lit, le visage gonflé à force d'avoir pleuré. Elle s'attendait probablement à des cris, à un scandale, voire à ce qu'il la mette à la porte. Elle ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer ensuite. Haroun s'approcha d'elle et lui tendit le verre. Sa voix était calme et dénuée d'émotion. Il lui dit que c'était une tradition de boire du lait chaud le soir pour bien commencer leur vie commune. Peut-être qu'à ce moment-là, Ankit vit dans son geste une lueur d'espoir de réconciliation. Peut-être était-elle trop épuisée et effrayée pour analyser ce qui se passait. Elle prit le verre et en but tout le contenu. Il la regarda en silence, prit le verre vide et le posa sur la table. Puis, il s'allongea de son côté du lit et se tourna vers le mur. Il ne dormit pas. Il attendit. Il fallut environ 1 heure pour que le poison fasse effet. Ankit commença à ressentir de violentes douleurs abdominales, suivies de convulsions et de vomissements. Elle l'appela à l'aide, mais Haroun ne bougea pas. Il resta allongé là, écoutant la vie quitter lentement le corps de la femme qui avait été son épouse pendant seulement quelques heures. Il ne fit aucune tentative pour l'aider, n'appela pas d'ambulance. Sa souffrance faisait partie de son plan de vengeance froid et cruel. Lorsque tout fut calme, il s'assura qu'elle était bien morte. Mais son plan n'était pas encore achevé. L'empoisonnement n'était que le premier acte. Le deuxième, encore plus monstrueux, consistait à détruire non seulement sa vie, mais aussi son identité, en transformant son corps en restes anonymes impossibles à identifier. Alors que le silence envahissait la pièce, Haroun Kumar ne ressentait ni remords ni panique. Au contraire, il agit avec la même froideur méthodique qui avait caractérisé ses actions précédentes. Sa tâche principale à ce stade était de se débarrasser du corps de manière à rendre son identification aussi difficile et lente que possible. Il comprenait que le simple fait d'emporter le corps et de le jeter serait trop risqué. Il pourrait être identifié trop rapidement et l'enquête le mènerait inévitablement à lui, le mari de la femme disparue. Dans son raisonnement, le démembrement avait 2 objectifs. Premièrement, il permettait de transporter les restes de manière plus compacte. Et deuxièmement, ce qui était le plus important pour lui, séparer la tête du torse rendait l'identification visuelle beaucoup plus difficile. Il n'utilisa aucun outil spécial pour accomplir cet acte. Il redescendit à la cuisine et choisit le couteau de cuisine le plus grand et le plus résistant qu'il put trouver. Il s'agissait d'un couteau de chef ordinaire que sa mère utilisait pour couper les légumes et la viande. Ce simple fait ajoutait une touche de monstruosité à la routine domestique. Il choisit la salle de bain attenante à leur chambre comme lieu du démembrement. Il transporta le corps sans vie d'Ankit du lit au sol carrelé de la salle de bain. Ce processus exigea un effort physique considérable, mais il y parvint en silence. Avant de se lancer dans la partie principale de son plan, il prit des mesures pour minimiser les traces de ses actions. Il recouvrit soigneusement le sol de vieux journaux et de plusieurs grands sacs poubelles en plastique qu'il trouva sous l'évier de la cuisine. Il agissait comme un homme accomplissant une tâche difficile, mais familière, réfléchissant à chaque étape. Le processus de démembrement lui-même prit plusieurs heures. C'était une tâche épuisante et salissante. À l'aide d'un couteau de cuisine, il a d'abord séparé la tête du torse, puis il a séparé les membres. Ces gestes n'étaient pas ceux d'un chirurgien. Ils étaient brutaux et chaotiques,
dictée uniquement par la nécessité utilitaire de rendre le corps apte à être emballé. L'examen médico-légal ultérieur révélera de multiples essais de découpe et des traces de glissement de la lame, preuve des difficultés qu'il a rencontrées et de la persévérance dont il a fait preuve pour y parvenir. Pendant tout ce temps, la maison est restée silencieuse. Ses parents et la famille de son frère aîné dormaient dans leur chambre à un autre étage, inconscients du cauchemar qui se déroulait à quelques mètres de là. Les seuls bruits étaient ceux, étouffés, de ses mouvements et de sa respiration haletante. Une fois cette partie terminée, Haroun est passé à l'étape tout aussi importante de la dissimulation des preuves. Il a enveloppé les parties du corps sectionnées dans plusieurs couches d'épais sacs poubelles noirs. Il a ensuite sorti une grande valise à roulettes qui était rangée dans le placard. C'était l'une des valises que sa famille utilisait pour les longs voyages. Il y a soigneusement placé les paquets contenant les restes en essayant de répartir le poids de manière uniforme. Il a emballé la tête séparément dans un sac en plastique opaque et l'a également placé dans la valise. Il a passé les 2 heures suivantes à nettoyer minutieusement la salle de bain. Il a rassemblé tous les journaux et les sacs en plastique imbibés de sang et les a emballés dans un sac séparé. Puis, à l'aide de produits d'entretien ménager, de seaux d'eau et de chiffons, il se mit à laver méthodiquement le sol, les murs et les équipements. Il versa de l'eau de javel sur le carrelage afin d'éliminer non seulement les taches visibles, mais aussi toute trace biologique susceptible d'être détectée par des experts. Il lava le couteau qu'il avait utilisé pour commettre le crime et le remit à sa place dans le tiroir de la cuisine, parmi les autres couverts. Il a également retiré les draps et la couverture du lit qui pouvaient porter des traces de poison ou de vomi, et les a trempés dans une bassine avec un détergent puissant. Son souci du détail était remarquable. Il a vérifié qu'il n'y avait pas de taches sur ses mains et ses vêtements et s'est lavé minutieusement sous la douche. À l'aube, la salle de bain avait été nettoyée jusqu'à briller et ne présentait plus aucun signe visible de ce qui s'y était passé. La valise contenant le corps d'Ankita se trouvait près de la porte de la chambre. Le sac contenant les journaux et les chiffons ensanglantés était caché pour être jeté plus tard. Haroun Kumar enfila des vêtements propres. En apparence, il semblait être une personne ordinaire se préparant à commencer une nouvelle journée. Il n'avait pas encore décidé comment se débarrasser exactement de la valise, mais il savait qu'il devait agir rapidement. Le matin, sa famille se réveillerait et commencerait à poser des questions sur sa nouvelle belle-fille. Il devait trouver une histoire plausible pour expliquer sa disparition soudaine afin de gagner du temps. Il s'assit sur le bord du lit, dans la même pièce où, quelques heures plus tôt, sa femme était morte dans d'atroces souffrances et attendit. Il ne ressentait aucune fatigue. Il était rempli d'adrénaline et d'un étrange sentiment de satisfaction. Il avait fait ce qu'il estimait nécessaire pour restaurer son honneur. Il ne lui restait plus qu'à effacer ses traces, et il comptait mener à bien cette dernière étape avec la même efficacité impitoyable que toutes les précédentes. Le problème de l'élimination du corps dans une métropole densément peuplée comme Delhi nécessitait un plan distinct. Il ne pouvait pas simplement laisser la valise dans la rue près de la maison. Cela attirerait inutilement l'attention des voisins. Il devait trouver un endroit suffisamment fréquenté pour que la valise ne détonne pas, mais où il pourrait la laisser sans se faire remarquer et disparaître rapidement. Il choisit l'une des nombreuses gares routières de la ville, un lieu en proie à un chaos permanent, où des milliers de personnes transitent chaque jour et où des bagages sans surveillance ne susciteraient pas immédiatement de soupçons. Lorsque les premiers rayons du soleil touchèrent les fenêtres de la maison de la famille Kumar, Haroun était déjà habillé et répétait mentalement son histoire. Il devait agir de manière irréprochable afin de ne pas éveiller le moindre soupçon. Sa mère fut la première à se réveiller et, suivant son rituel habituel, elle se rendit à la cuisine pour préparer le thé du matin. Elle fut surprise de voir Haroun déjà debout et entièrement habillé.
Lorsqu'elle lui demanda pourquoi il était réveillé et où se trouvait Ankit, il répondit avec un calme prémédité. Il expliqua qu'ils avaient eu une conversation difficile pendant la nuit. Selon lui, Ankit avait le mal du pays et se sentait déprimé après le déménagement. Il lui aurait suggéré de rendre visite à ses parents pendant quelques jours afin de se remettre et de s'adapter à sa nouvelle vie. Il ajouta qu'il lui avait commandé un taxi pour l'emmener à la gare tôt le matin et qu'elle était partie en promettant de revenir dans 2 ou 3 jours. Pour sa mère, cette histoire semblait tout à fait plausible. Le bouleversement émotionnel d'une jeune mariée qui venait de quitter le domicile familial n'avait rien d'inhabituel. Elle était peut-être un peu surprise par la précipitation, mais l'autorité et le calme apparent de son fils ont dissipé ses doutes. Elle s'est contentée de le gronder de ne pas l'avoir réveillé pour dire au revoir à sa belle-fille et a poursuivi sa routine matinale habituelle. Lorsque le reste de la famille s'est réveillé, Haroun leur a répété la même histoire. Il se comporta de manière tout à fait naturelle. Il prit son petit déjeuner avec tout le monde, discuta de questions professionnelles avec son frère aîné et répondit aux questions de son père sur ses projets pour la journée. Rien dans son comportement ne trahissait le terrible secret que renfermait la valise dans sa chambre. Il faisait preuve d'une maîtrise de soi absolue. Il comprenait que l'étape la plus risquée, sortir le corps de la maison, était encore à venir. Il ne pouvait pas simplement sortir avec une grande valise en plein jour, cela aurait inévitablement suscité des questions. Il lui fallait une excuse. Attendant que son père et son frère soient partis travailler et qu'il ne reste plus que lui, sa mère, sa belle-sœur, la femme de son frère et les enfants dans la maison, il mit à exécution la deuxième partie de son plan. Il a dit à sa mère qu'avant de partir, Ankit lui avait demandé d'emporter certaines de ses affaires dont elle n'aurait pas besoin dans l'immédiat dans un débarras afin de ne pas encombrer la pièce. La valise était lourde et il lui a demandé de l'aider à la porter dehors pour prendre un pousse-pousse motorisé. Sa mère, qui ne se doutait de rien, l'a aidé à faire rouler la valise hors du portail. Pour elle, il s'agissait simplement d'aider son fils à répondre à la demande de sa jeune épouse. Haru a attendu quelques minutes dans la rue jusqu'à ce qu'un pousse-pousse libre se présente. Il a négocié avec le conducteur pour qu'il l'emmène à la gare routière d'Anand Vihar, l'un des centres de transport les plus fréquentés de Delhi, qui dessert les lignes vers l'État voisin de l'Uttar Pradesh, d'où venait Ankit. Ce choix n'était pas fortuit. Il donnait l'impression supplémentaire que ses actions étaient en quelque sorte liées au départ de sa femme. Le trajet à travers le trafic matinal de Delhi a duré environ 1 heure. Haroun était assis en silence sur le siège arrière, à côté de la valise qui contenait tout ce qui restait de sa femme. Autour de lui, la vie urbaine battait son plein comme d'habitude. Les commerçants étalaient leurs marchandises, les écoliers se dépêchaient d'aller en classe, les employés de bureau se précipitaient au travail. Le contraste entre la banalité du monde environnant et l'horrible réalité de son chargement était frappant, mais, à en juger par son témoignage ultérieur, cela ne l'impressionnait pas. Il était entièrement concentré sur sa tâche. Arrivé à la gare routière d'Anand Vihar, il paya le chauffeur et déchargea la valise. La gare était un chaudron bouillonnant de destins humains. Des milliers de personnes avec leurs bagages allaient et venaient. Les quais étaient bondés de passagers attendant leur bus et l'air était rempli du brouhaha des voix, du rugissement des moteurs et des annonces des haut-parleurs. C'était le chaos parfait pour se perdre et laisser quelque chose passer inaperçu. Haroun, tirant lentement sa lourde valise derrière lui, entra dans la salle d'attente principale. Il n'était pas pressé. Il traversa tout le hall, regardant attentivement autour de lui, choisissant un endroit approprié. Il choisit un endroit près du mur, à côté d'une colonne, où plusieurs sacs et paquets avaient déjà été laissés par d'autres passagers. C'était un endroit très fréquenté, mais quelque peu ombragé, où les bagages abandonnés n'attireraient pas immédiatement l'attention. Il posa sa valise par terre, regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne la surveillait de près, puis s'éloigna.
Il ne courut pas et n'accéléra pas le pas. Il se fondit dans la foule qui se dirigeait vers la sortie et quitta la gare routière quelques minutes plus tard. Dans la rue, il prit un autre pousse-pousse motorisé et partit dans la direction opposée, mais pas vers chez lui. Il alla travailler comme si c'était un jour normal. Il était sûr d'avoir réussi à se débarrasser de la principale preuve. Dans son esprit, la valise serait retrouvée dans quelques jours, voire quelques semaines. D'ici là, le corps serait dans un état tel qu'il serait pratiquement impossible de l'identifier. Il pensait que même si la police trouvait les restes, elle enquêterait sur l'affaire comme s'il s'agissait d'un corps non identifié et ne ferait jamais le lien entre cette terrible découverte et lui, un membre respecté de la société, et sa femme, en fuite. De retour chez lui dans la soirée, il continua à jouer son rôle. Il répondit par monosyllabes aux questions de sa mère sur le déroulement de sa journée. Il dit à sa famille qu'il avait appelé les parents d'Ankit pour leur dire que leur fille était en route pour les rejoindre. C'était un autre mensonge, destiné à renforcer son alibi et à retarder le moment où quelqu'un commencerait à la rechercher. Il était convaincu d'avoir commis le crime parfait. Il avait éliminé la source de sa honte, s'était débarrassé du corps et avait créé une histoire convaincante pour le couvrir. Il n'avait sous-estimé qu'un seul facteur, le hasard qui, dans une métropole bondée en état d'alerte maximale, fonctionnait beaucoup plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. La valise laissée par Arun Kumar près d'un pilier dans la salle d'attente de la gare routière d'Anand Vihar n'est pas restée inaperçue aussi longtemps qu'il l'avait espéré. Dans un contexte de menace terroriste accrue, qui est une réalité constante dans les grandes villes indiennes, tout objet laissé sans surveillance dans un lieu bondé est considéré comme un danger potentiel. 1h30 à 2 heures après le départ d'Arun, un agent de sécurité a remarqué la valise bleue à roulettes, laissée sans surveillance. Conformément aux instructions, il a demandé aux vendeurs et aux passagers à proximité si ce bagage leur appartenait. N'obtenant aucune réponse positive, il a signalé sa découverte au bureau central de sécurité. Plusieurs annonces ont été diffusées par haut-parleur pour demander au propriétaire de la valise bleue de se présenter au bureau de sécurité. Comme personne n'a répondu dans les 30 minutes qui ont suivi, la procédure de sécurité standard a été mise en place. La zone autour de la valise a été bouclée et les passagers ont été invités à se mettre à distance de sécurité. Une équipe d'experts en déminage, accompagnée d'un chien dressé pour rechercher des explosifs, a été appelée à la gare. Le chien a reniflé la valise et n'a montré aucun signe d'inquiétude, ce qui a permis aux démineurs de conclure à titre préliminaire qu'il n'y avait pas d'engin explosif à l'intérieur. Néanmoins, pour être tout à fait sûr, la valise a été scannée à l'aide d'un appareil à rayon X portable. L'image sur l'écran du moniteur était floue. Elle révélait toutefois la présence d'un contenu organique de forme irrégulière à l'intérieur, plutôt que des fils, des piles ou des détonateurs qui sont caractéristiques d'une bombe. Il a alors été décidé d'ouvrir la valise. Cette procédure a été effectuée avec toutes les précautions nécessaires. 2 policiers portant des gants ont soigneusement posé la valise sur le sol et l'ont ouverte. Le contenu qui est apparu sous leurs yeux a choqué même les policiers les plus expérimentés, habitués à diverses manifestations de cruauté. À l'intérieur, soigneusement emballés dans des sacs poubelles noirs, se trouvaient des morceaux de corps humains démembrés. Une odeur forte et caractéristique a commencé à se répandre dans toute la zone, malgré l'emballage. La zone bouclée a immédiatement été élargie. Pendant plusieurs heures, la gare routière est devenue le théâtre d'une opération policière de grande envergure. Une équipe d'enquêteurs, dirigée par des officiers supérieurs du département des enquêtes criminelles de la police de Delhi, est immédiatement arrivée sur les lieux. Des experts médico-légaux du laboratoire médico-légal central sont également arrivés. La première priorité était de documenter tous les détails de la scène du crime. Les experts médico-légaux ont soigneusement photographié la valise et son emplacement avant de procéder à l'enlèvement de son contenu.
Chaque sac a été retiré avec le plus grand soin afin de préserver tout élément de preuve éventuel, notamment des fibres, des cheveux et des empreintes digitales. La valise elle-même a été soigneusement examinée à la recherche d'étiquettes d'identification, d'autocollants de compagnies aériennes ou de marques distinctives pouvant aider à retracer son origine ou son propriétaire. Cependant, elle s'est avérée tout à fait ordinaire, l'un des milliers de modèles similaires vendus dans tout le pays. Le contenu des sacs a confirmé les conclusions initiales. Les restes appartenaient à une jeune femme. Le corps avait été démembré avec beaucoup de force, mais sans compétences professionnelles. La tête avait été emballée séparément, ce qui a immédiatement rendu la tâche d'identification de la personne prioritaire et en même temps extrêmement difficile. Sans visage ni document, la victime était sans nom. Les restes ont été immédiatement envoyés à la morgue pour y être examinés par les médecins légistes. Les pathologistes devaient déterminer la cause exacte du décès, l'heure du décès et prélever des échantillons pour l'analyse ADN. Parallèlement au travail des médecins légistes, les détectives ont entamé la première phase de l'enquête. Ils ont commencé à interroger tous les témoins potentiels, y compris le personnel de sécurité, les vendeurs des kiosques voisins, les porteurs et les conducteurs de pousse-pousse en service à l'entrée. Cependant, dans le chaos de la gare bondée, personne ne se souvenait de la personne qui avait laissé cette valise bleue. Des centaines de personnes déposaient et récupéraient leurs bagages chaque heure. Le visage d'Arun Kumar avait disparu dans la foule anonyme. L'étape suivante consistait à examiner les images des caméras de vidéosurveillance. C'était un travail minutieux. Des dizaines de caméras étaient installées dans la gare. Les enquêteurs ont dû examiner des heures d'images de chacune d'entre elles pour essayer de trouver le moment où la valise était apparue près de la colonne et retrouver la personne qui l'avait déposée. La qualité d'image de nombreuses caméras laissait à désirer et les angles n'étaient pas toujours idéaux. Néanmoins, c'était la seule piste réelle dont disposait l'enquête à ce stade. La nouvelle de cette macabre découverte a rapidement été divulguée aux médias. Les journaux télévisés du soir et les sites d'information ont fait leurs gros titres sur le « meurtre dans une valise ». Cela a provoqué un tollé général et accru la pression sur la police. L'affaire a été placée sous le contrôle spécial de la direction de la police de Delhi. Une équipe spéciale composée des meilleurs enquêteurs a été formée pour enquêter sur l'affaire. Le principal problème auquel ils étaient confrontés était fondamental. Ils ne savaient pas qui avait été tué. Sans identifier la victime, il était impossible de commencer à réduire son cercle de connaissances, à vérifier les motifs possibles et à rechercher des suspects. La police a envoyé des circulaires à tous les commissariats de Delhi et des États voisins avec une description des restes retrouvés et une demande de vérifier tous les signalements de femmes disparues enregistrés ces derniers jours. Cependant, à ce moment-là, la famille d'Ankit Das ne savait pas encore que leur fille avait disparu. Ils croyaient l'histoire qu'Arun leur avait racontée au téléphone et attendaient son arrivée. Arun Kumar, chez lui, regardait les reportages à la télévision. Il regardait les images de la gare routière bouclée par la police et a peut-être ressenti un sentiment de triomphe. Tout se déroulait selon son plan. Ils avaient trouvé un corps, mais ils ne savaient pas de qui il s'agissait. Pour lui, il s'agissait simplement d'une autre victime anonyme dans une autre affaire criminelle, sans aucun lien avec lui. Il était convaincu que son lien avec la valise ne serait jamais établi. Les jours passaient. Alors que l'équipe d'enquête spéciale à Delhi se trouvait dans une impasse, occupée à vérifier des centaines de signalements de personnes disparues qui ne correspondaient pas au profil de la victime, l'inquiétude grandissait dans la maison de la famille Das, dans l'Uttar Pradesh. Cela faisait 3 jours qu'Arun Kumar les avait appelés pour leur dire qu'Ankit était partie pour rentrer à la maison. Cependant, elle ne s'était pas présentée. Son téléphone portable était constamment éteint.
Au début, ses parents ont attribué cela à d'éventuels retards sur la route ou au fait qu'elle s'était peut-être arrêtée pour rendre visite à un parent en chemin sans les en informer. Mais à la fin du 3e jour, leur inquiétude s'était transformée en véritable appréhension. Ils ont appelé Haroun à plusieurs reprises sur son téléphone portable, mais soit il ne répondait pas, soit il répondait sèchement, disant qu'il n'avait pas de nouvelles informations et qu'il commençait lui-même à s'inquiéter. Son ton était calme et ostensiblement compatissant, mais il ne leur offrait aucune aide concrète, comme contacter la police et remplir un avis de recherche. Il leur a conseillé d'attendre encore un peu, suggérant qu'elle voulait peut-être être seule. Ce comportement passif a commencé à sembler étrange et suspect à la famille d'Ankit. Pendant ce temps, les enquêteurs de Delhi ont reçu les premiers résultats de l'examen médico-légal qui ont ajouté de nouveaux détails importants à l'affaire. Les pathologistes ont confirmé que la mort de la femme n'était pas le résultat d'un démembrement. La cause du décès était un empoisonnement au phosphure d'aluminium, une toxine puissante qui est le principal composant de nombreux rodenticides. Le poison avait provoqué une hémorragie interne importante et une défaillance des organes. Le démembrement avait été effectué post-mortem. L'heure du décès avait été estimée à environ 36 à 48 heures avant la découverte du corps, ce qui correspondait exactement à la nuit du 14 au 15 novembre. L'examen avait également établi que la défunte était âgée de 25 à 30 ans et avait accouché au moins une fois dans le passé. Ce dernier détail avait été consigné dans le rapport comme une particularité. Cependant, sa véritable signification n'a pas pu être comprise par l'enquête à ce moment-là. Dans le même temps, des heures de travail sur les images de vidéosurveillance ont finalement porté leurs fruits. Sur l'une des caméras situées au-dessus de l'entrée de la salle d'attente, les experts médico-légaux ont réussi à trouver une image relativement claire. Elle montrait un homme de taille et de corpulence moyenne, vêtu d'une veste sombre et d'un jean, poussant une valise bleue. Bien que son visage fût partiellement caché par l'ombre de la visière, ses traits généraux étaient reconnaissables. Les spécialistes du traitement numérique des images ont pu améliorer légèrement la clarté de l'image. Cela n'était pas suffisant pour une identification à 100%, mais cela suffisait pour travailler avec l'image. La police a décidé de publier l'image dans les médias et d'offrir une récompense pour toute information permettant d'identifier cette personne. La photo du suspect et les détails de l'affaire, le corps démembré d'une jeune femme retrouvée dans une valise à une gare routière, ont été diffusés dans tous les grands journaux télévisés et publiés dans les journaux. Il s'agissait d'une mesure standard, mais souvent efficace, qui comptait sur le fait que, parmi les millions de téléspectateurs ou de lecteurs, quelqu'un serait en mesure d'identifier la personne sur la photo. C'est cette mesure qui s'est avérée fatale pour Haroun Kumar. Dans une petite ville de l'Uttar Pradesh, un parent éloigné de la famille Das, qui avait assisté au mariage, regardait le journal télévisé du soir. Lorsqu'une photo floue d'un homme avec une valise est apparue à l'écran, il n'y a pas prêté attention immédiatement. Mais le présentateur a ensuite commencé à énumérer les détails. La gare routière d'Anand Vihar, d'où partent des lignes vers l'Uttar Pradesh, entre autres destinations, et une jeune femme, à peu près du même âge. Quelque chose dans cette histoire l'a incité à regarder de plus près l'image à l'écran. Malgré la mauvaise qualité, la posture, la ligne des cheveux et les traits généraux du visage lui semblaient vaguement familiers. Il a appelé sa femme et, ensemble, ils ont commencé à discuter de la personne à laquelle cet homme leur faisait penser. Puis, ils ont compris. L'homme sur la photo ressemblait étrangement à Haroun Kumar, le nouveau mari de leur nièce Ankit. Au début, cette idée leur semblait monstrueuse et invraisemblable. Mais les faits brossaient un tableau alarmant. Ankit avait disparu exactement à ce moment-là. Elle était censée emprunter le même itinéraire et son mari se comportait de manière extrêmement passive et distante. Après une hésitation angoissante,
réalisant la gravité des conséquences possibles, ce parent décida d'agir. Il a appelé les parents d'Ankit et leur a fait part de ses terribles soupçons. Cette nouvelle a été un choc pour la famille Das. Ils ont immédiatement allumé la télévision et ont vu les images du journal télévisé. L'horreur et l'incrédulité ont laissé place à une certitude effrayante. L'homme sur la photo ressemblait vraiment à leur gendre. Le père d'Ankit a rassemblé tout son courage, a trouvé sur Internet le numéro de la hotline de la police de Delhi, qui était affiché à l'écran, et a passé un appel. D'une voix tremblante, il a dit à l'officier de service qu'il savait peut-être qui était l'homme sur la photo. Il a donné le nom d'Arun Kumar. Plus important encore, il a signalé que sa fille, Ankit Das, l'épouse d'Arun Kumar, avait disparu à peu près au moment où le corps avait été retrouvé. Il a fourni à la police une description détaillée de sa fille, y compris son âge et ses caractéristiques distinctives. Cet appel a été un coup de tonnerre dans l'enquête. Après plusieurs jours de recherches infructueuses, ils avaient soudainement leur première piste sérieuse. Ils avaient désormais le nom du suspect présumé et surtout le nom de la victime présumée. La boucle était bouclée. Les détectives ont immédiatement commencé à vérifier les informations qu'ils avaient reçues. Ils ont recherché les mariages récents enregistrés à Delhi. Ils ont rapidement trouvé l'acte de mariage d'Arun Kumar et d'Ankit Das, célébré le 14 novembre 2019. L'adresse du marié correspondait à celle du quartier de Shadara. Toutes les informations ont été confirmées. Pour la police, l'affaire est entrée dans une phase complètement nouvelle. Il ne s'agissait plus d'une enquête sur le meurtre d'une femme inconnue, mais d'une enquête ciblée sur un suspect spécifique. Une équipe du SWAT a immédiatement été envoyée à l'adresse de la famille Kumar à Shadara. Ils ne connaissaient pas encore tous les détails, mais leur intuition leur disait qu'ils étaient sur la bonne voie. Arun Kumar était chez lui à ce moment-là, se préparant à aller se coucher, toujours convaincu que son crime resterait impuni. Il ne pouvait pas imaginer qu'une image floue provenant d'une caméra de surveillance et un simple appel téléphonique à des centaines de kilomètres de Delhi avaient déjà scellé son destin. Tard dans la soirée, alors que la plupart des habitants du quartier résidentiel tranquille de Shadar dormaient déjà, plusieurs voitures banalisées se sont arrêtées silencieusement devant la maison de la famille Kumar. Parmi elles se trouvaient des agents en civil du département des enquêtes criminelles de la police de Delhi. L'opération d'arrestation avait été planifiée de manière à éviter tout bruit et toute panique inutile. 2 agents sont restés pour surveiller le périmètre, tandis que le groupe principal s'est approché de la porte d'entrée. Le père d'Arun a ouvert la porte lorsqu'ils ont frappé. En voyant leur carte d'identité de police, il a été choqué et déconcerté. Sans entrer dans les détails, les enquêteurs l'ont informé qu'il devait parler à son fils, Arun Kumar, dans le cadre d'une enquête sur une affaire grave. Arun est sorti lui-même lorsqu'il a entendu le bruit. Voyant les policiers sur le pas de la porte, il s'est figé un instant, mais a rapidement repris ses esprits. Son visage reflétait une surprise bien préparée. Il a poliment demandé de quoi il s'agissait. Lorsque l'enquêteur principal a prononcé son nom et l'a informé qu'il devait les accompagner au poste pour être interrogé, Arun a commencé à feindre l'indignation. Il a affirmé qu'il s'était trompé, qu'il était un citoyen respectueux des lois et qu'il n'avait rien à voir avec le crime. Ses parents, qui ignoraient tout de la situation, ont commencé à soutenir leur fils, assurant à la police qu'il s'agissait d'un malentendu. Cependant, les enquêteurs sont restés inflexibles. Ils ont présenté un mandat et, sans recourir à la force, mais avec fermeté, ont fait sortir Arun de la maison et l'ont fait monter dans l'une des voitures. L'arrestation n'a pas duré plus de 10 minutes. Pour la famille Kumar, c'était comme un cauchemar qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni expliquer. Au poste de police, Arun Kumar a été placé dans une salle d'interrogatoire. Au début, il est resté très confiant, niant complètement toute implication dans un crime. Il a répété son histoire préparée. Sa femme, Ankit, était partie chez ses parents après une petite dispute, et il ne l'avait pas revue depuis.
Il a affirmé que le jour où elle était partie, il était au travail comme d'habitude. Lorsque les enquêteurs l'ont interrogé sur son passage à la gare routière d'Anand-Vihar, il a catégoriquement nié, affirmant qu'il n'y était pas allé et qu'il ne savait pas de quelle valise il parlait. L'interrogatoire a duré plusieurs heures. Les enquêteurs expérimentés ne lui ont pas mis de pression physique, mais ont utilisé des méthodes psychologiques. Ils ont méthodiquement, étape par étape, détruit sa ligne de défense. Tout d'abord, ils lui ont montré l'image même de la caméra de surveillance. Haroun a affirmé que la photo montrait un homme qui lui ressemblait et que cela ne constituait pas une preuve. Les enquêteurs sont alors allés plus loin. Ils l'ont informé que la famille d'Ankit Das avait déposé une déclaration officielle de disparition et l'avait identifié sur la photo. Ce fut le premier coup dur porté à sa confiance. Il a réalisé que son histoire selon laquelle sa femme s'était rendue en toute sécurité chez ses parents s'était effondrée. Il a commencé à montrer les premiers signes de nervosité, mais a néanmoins continué à tout nier. Le tournant s'est produit lorsque les enquêteurs ont changé de tactique. Ils ont cessé de l'interroger sur la valise et la gare routière. Au lieu de cela, l'enquêteur principal l'a regardé droit dans les yeux et, d'un ton calme, presque neutre, lui a posé une question à laquelle Haroun ne s'attendait pas. « Haroun, parlez-nous du premier mari d'Ankit. » À ces mots, il perdit tout son sang-froid. Son visage changea. Il comprit que son plus grand secret, la raison pour laquelle il avait commis le meurtre, n'était plus un secret. Il comprit que la police savait tout. Il resta silencieux pendant plusieurs minutes. Les enquêteurs ne le pressèrent pas, lui laissant le temps de réaliser le caractère désespéré de sa situation. Puis, tout aussi calmement, l'enquêteur ajouta « Nous savons également pour son enfant. » Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Haroun Kumar s'effondra. Il baissa la tête et se mit à parler d'une voix calme et sans émotion. Ses aveux choquèrent même les détectives chevronnés. Il ne montra pas le moindre remords ni regret. Il parla de ce qui s'était passé comme s'il s'agissait de la solution à un problème logique. Il décrivit en détail, étape par étape, toute la séquence des événements, en commençant par la conversation lors de leur nuit de noces et en terminant par l'élimination de la valise. Il raconta comment Ankit lui avait avoué son passé et comment il avait pris cela comme une insulte personnelle et une honte indélébile pour toute sa famille. « Elle et sa famille nous ont trompés, » dit-il d'une voix monotone. « Ils ont caché le fait qu'elle était déjà mariée et avait un enfant. Je ne pouvais pas vivre avec une telle honte. Je ne pouvais pas laisser nos proches et nos voisins l'apprendre. » Il a décrit en détail comment il l'avait empoisonnée avec du lait mélangé à de la mort au rat et avait attendu qu'elle meure. Puis, avec un calme effrayant, il a raconté comment il l'avait démembrée dans la salle de bain, le couteau de cuisine qu'il avait utilisé, comment il avait mis les restes dans une valise et comment il avait méthodiquement effacé toutes les traces. Il a même précisé quel produit de nettoyage il avait utilisé. Il a raconté comment il avait mis en scène une comédie devant ses parents le lendemain matin, inventant une histoire sur le départ d'Ankit et comment il avait sorti la valise de la maison. Son récit était si détaillé et dénué d'émotion qu'on aurait dit qu'il rendait compte d'un travail bien fait. Les enquêteurs ont enregistré chacun de ces mots. Sur la base de ses aveux, la police s'est immédiatement rendue à son domicile pour mener une expérience d'enquête et recueillir des preuves matérielles. En présence de témoins, Haroun Kumar leur a montré la salle de bain où il avait démembré le corps. Malgré son nettoyage minutieux, les experts médico-légaux ont utilisé des réactifs spéciaux pour trouver des traces de sang cachées sur les carreaux et dans le siphon. Il a indiqué un tiroir de la cuisine où était rangé le couteau qui, après examen, a confirmé la présence de microparticules correspondant à l'ADN de la victime. Il a également montré où il avait trempé les draps tachés de sang. L'affaire était résolue. Les aveux du suspect étaient corroborés par des preuves matérielles irréfutables. Haroun Kumar a été officiellement arrêté pour meurtre, enlèvement
et dissimulation de preuves. La nouvelle de ses aveux a été un choc pour tous ceux qui le connaissaient. Sa famille était dévastée, incapable de croire que leur fils calme et obéissant ait pu commettre un crime aussi odieux. Pour la famille d'Ankit, cela confirmait leurs pires craintes, les plongeant dans un abîme de chagrin. Le mystère du meurtre de la valise, qui avait tenu tout Delhi en haleine pendant plusieurs jours, était résolu. Mais derrière les faits secs des rapports de police et des gros titres des journaux, se cachait la tragédie de deux familles, détruites par des mensonges, de fausses notions d'honneur et un acte d'une cruauté inimaginable. Le procès d'Arun Kumar a commencé quelques mois après son arrestation. Il a attiré une attention considérable de la part du public et des médias indiens. L'affaire, surnommée « le meurtre de la mariée dans la valise » par la presse, est devenue le symbole du côté sombre des mariages arrangés et des crimes d'honneur. Le procès s'est tenu dans un tribunal accéléré à Delhi en raison du tollé général et de la nature irréfutable des preuves présentées. L'accusation, représentée par le parquet de Delhi, a fondé son dossier sur 3 piliers principaux: les aveux détaillés et volontaires d'Arun Kumar, des preuves médico-légales et criminelles irréfutables, et les témoignages, principalement ceux des membres de la famille de la victime. Le procureur a méthodiquement présenté à la cour toute la chronologie du crime, en commençant par le mobile qui est apparu après la révélation du secret d'Ankit et en terminant par l'élimination de sang-froid du corps. Les images de vidéosurveillance de la gare routière ont été diffusées. Les résultats des analyses ADN ont été présentés, confirmant que les restes trouvés dans la valise appartenaient à Ankit Das et que les microtraces trouvées dans la salle de bain du domicile des Kumarov correspondaient à son ADN. Le rapport du médecin légiste, qui a établi que la cause du décès était un empoisonnement, est devenu l'un des documents clés prouvant la préméditation du meurtre. Les avocats représentant la défense d'Arun Kumar se sont retrouvés dans une position difficile. Compte tenu de ses aveux complets, il était impossible de contester le fait qu'il avait commis le meurtre. Leur stratégie visait donc à atténuer la sévérité de la peine. La défense a tenté de prouver que les actes d'Arun n'étaient pas le résultat d'un calcul froid, mais le résultat d'un état affectif provoqué par une provocation grave et soudaine. Ils ont fait valoir que la tromperie de la famille d'Ankit, qui avait caché son précédent mariage et l'existence d'un enfant, avait causé à leur client un profond traumatisme psychologique et porté atteinte à son honneur, ce qui l'avait poussé à commettre le crime. Les avocats ont souligné qu'Arun, qui avait été élevé dans un environnement traditionnel strict, était incapable de faire face à ses sentiments de honte et d'humiliation. Ils l'ont décrit comme une victime de tromperie dont la réaction, bien qu'excessive et criminelle, avait été provoquée par les actions de l'autre partie. Cependant, cet argument a été systématiquement réfuté par l'accusation. Le procureur a souligné que les actions d'Arun Kumar, après avoir appris la vérité, ne démontraient pas d'émotion, mais un sang-froid et un calcul exceptionnel. Il n'a pas attaqué sa femme dans un accès de rage. Au lieu de cela, il est descendu calmement à la cuisine, a préparé le lait empoisonné, a attendu que le poison fasse effet, puis a méthodiquement démembré le corps et effacé les traces pendant plusieurs heures. Selon l'accusation, toutes ces actions témoignaient d'un plan prémédité visant non seulement à commettre un meurtre, mais aussi à dissimuler le crime, ce qui excluait complètement la version d'une provocation soudaine. Arun Kumar lui-même s'est comporté de manière distante tout au long du procès et n'a montré aucune émotion. Il a répondu aux questions de manière mécanique, sans montrer ni remords ni regret pour ses actes. Son témoignage devant le tribunal était tout à fait conforme à ses aveux initiaux. Il a confirmé une fois de plus qu'il avait commis le meurtre parce qu'il ne pouvait accepter la tromperie et la honte. Cette position, dépourvue de tout remords, a fait forte impression sur les juges et toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. La cour a entendu le témoignage des parents d'Ankit. Leurs déclarations étaient empreintes de chagrin et de désespoir.
Ils ont admis avoir caché le passé de leur fille. Ils ont toutefois expliqué qu'ils l'avaient fait par crainte de ne jamais pouvoir la marier et assurer son avenir autrement. Les larmes aux yeux, ils ont raconté comment ils avaient confié leur fille à un homme qui lui avait si brutalement ôté la vie. De leur côté, les parents d'Haroun, appelés à témoigner, étaient dans un état dépressif. Ils ont décrit leur fils comme un garçon calme et obéissant et n'ont pas trouvé d'explication à ses actes. Leur vie avait été détruite. Non seulement ils avaient perdu leur fils, mais ils devaient également faire face à la condamnation publique et à la honte qu'Haroun lui-même redoutait tant. Après plusieurs semaines d'audience, le tribunal a rendu son verdict. Haroun Kumar a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Meurtre avec une cruauté particulière, article 302 du Code pénal indien, et dissimulation de preuves d'un crime, article 201. Dans son réquisitoire, le juge a souligné que le crime avait été commis avec un cynisme et un sang-froid exceptionnels. Il a insisté sur le fait qu'aucune notion de honneur ou de honte ne pouvait justifier le fait d'ôter la vie à un être humain. Le tribunal a condamné Haroun Kumar à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire Haroun Kumar et Ankit Das s'est terminée par une sentence sévère mais juste. Elle a toutefois laissé des traces profondes. Cette histoire est un témoignage tragique de la façon dont, au XXIe siècle, les notions archaïques d'honneur familial, de statut social et de pureté d'une mariée continuent de mutiler et de coûter des vies. Un mariage qui devait être le début d'une nouvelle vie pour deux personnes s'est transformé en mort et en destruction pour deux familles. Il était fondé sur des mensonges dictés par la pression sociale et s'est effondré sous le poids de la cruauté née d'une fierté blessée. En fin de compte, le désir d'Haroun Kumar d'éviter la honte l'a conduit à une honte encore plus grande et éternelle, le stigmate d'un meurtrier de sang-froid qui a détruit la femme qui avait été son épouse pendant seulement quelques heures.